François Kervégan, bonjour. Bonjour. Merci donc d'accorder votre temps au Cercle Critique pour un nouvel entretien. Alors, comme c'est le rituel, d'abord, donc présentez-vous. Eh bien, donc je m'appelle Jean-François Kervégan, je suis professeur de philosophie à l'Université Paris 1 depuis 1999. Auparavant, j'étais professeur à l'Université de Cergy-Pontoise. J'ai également été chargé de recherche au CNRS et dans une institution équivalente en Allemagne. Et puis, j'ai été pendant 8 ans professeur dans l'enseignement secondaire après des études à l'École normale supérieure de Saint-Cloud et en même temps à l'Université de Nanterre, puis celle de Paris 1. Donc voilà. Et mon domaine de spécialité en tant que philosophe, c'est d'un côté la philosophie classique allemande, Kant et Hegel en particulier, et d'un autre côté, disons, la philosophie normative, et en particulier la philosophie du droit, avec un intérêt appuyé, disons, pour les débats contemporains. Très bien. Alors, donc cet entretien portera sur, eh bien, c'est pour ça que vous êtes là, les deux plus illustres philosophes dits de l'idéalisme allemand, Emmanuel Kant et Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Alors, donc d'abord Emmanuel Kant. Alors, est-ce que rapidement vous pourriez faire une présentation, disons, de Kant comme philosophe avant tout, c'est-à-dire, disons, comme pivot, disons, de la philosophie, disons, de l'esprit, comme pré-épistémologue. Alors, bon, vous me posez une question Oui. qui demanderait de très longs développements. Euh, bon, Kant marque de la vie générale une rupture dans l'histoire de la philosophie, et cette rupture coïncide en particulier avec la publication de la critique de la raison pure en 1781. Cette rupture dans l'histoire de la philosophie est quasi contemporaine d'une autre rupture majeure dans l'histoire qui est la Révolution française. Et de fait, entre la pensée de Kant et la Révolution française, nous y reviendrons certainement dans la suite, il y a des liens considérables, au point que c'est devenu un lieu commun d'associer les deux révolutions, la révolution dans la pensée et la révolution, disons, sociale et politique qui se produit quelques années après la publication de la critique de la raison pure. Alors, en quoi la pensée de Kant marque-t-elle une révolution ? Eh bien, tout simplement parce que, si l'on peut dire, Kant s'est posé la question suivante. Jusqu'à présent, depuis l'Antiquité, les philosophes ont tenté de comprendre, disons, l'essence des choses, ce qu'il y a derrière les phénomènes, à comprendre ce qu'il en est de l'être. C'est la question fondamentale de la métaphysique. Qu'en est-il de l'être en tant qu'être ? Aristote. Et Kant, lui, introduit une rupture en ce sens qu'il explique dans la critique de la raison pure qu'avant de se demander sur ce qu'il en est de l'être, ce qu'est l'essence de l'être, il faut s'interroger préalablement sur ce qui, dans nos facultés, peut nous permettre éventuellement de poser ce type de questions et, encore plus éventuellement, d'y apporter une réponse. Autrement dit, et c'est tout le sens et tout le poids du mot critique qui intervient dans les 3 titres des 3 ouvrages majeurs de Kant, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger ou du jugement. Il faut s'interroger sur les outils qui nous permettent de connaître ou d'agir ou de juger. Cette interrogation critique doit permettre, selon Kant, de montrer l'inefficacité des efforts faits par la raison humaine jusqu'à présent pour penser le réel, pour produire des normes d'action, pour produire des normes d'évaluation, par exemple des œuvres d'art. Mais cette interrogation critique n'a pas seulement pour but de détruire la métaphysique traditionnelle, par exemple, mais aussi de construire. Kant se fixe pour programme de rebâtir la métaphysique sur d'autres bases, et ces bases sont fournies par l'entreprise de critique systématique des pouvoirs, disons, de l'esprit humain. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire plus précisément la philosophie donc, du droit. Mais d'abord, donc, vous l'avez dit,
il y a la Révolution française. Alors on sait qu'elle fut importante pour Kant, puisque la tradition veut même qu'il aurait interrompu son emploi du temps quotidien pour se tenir au courant des teneurs de... C'est pas tout à fait ça, c'est plus drôle encore, si j'ose dire, excusez-moi de l'interruption. En fait, Kant était ce qu'on peut appeler quelqu'un d'extrêmement maniaque, qui avait un emploi du temps millimétré depuis son lever à 3h30 ou 4h du matin jusqu'à son coucher, et il faisait tous les jours une promenade, et toujours la même exactement. Et on dit que le jour où la nouvelle est parvenue à Königsberg, donc avec sûrement un certain nombre de jours, voire de semaines de retard, vu la distance en Prusse orientale, très loin, le jour où est parvenue la nouvelle de la prise de la Bastille, Kant aurait été tellement perturbé, ému, qu'il aurait oublié de faire demi-tour à l'endroit où toujours il faisait demi-tour dans sa promenade pour revenir, et il aurait continué tout à l'émoi de la Révolution. Voilà, l'anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est significative. Très bien. Vrai ou pas vrai. Et donc, pourriez-vous donc préciser quelle est donc l'importance de la Révolution française, disons, de la manière dont on peut la percevoir dans sa philosophie politique? Alors, l'anecdote, qu'elle soit fondée ou non, qu'elle soit vraie ou imaginaire, peu importe, est révélatrice. La Révolution française a marqué un tournant dans l'œuvre même de Kant. En quel sens ? Alors, c'est un tournant qui fait suite à un autre tournant. En effet, à la suite de la publication, un écho considérable de la critique de la raison pure, on a compris que le but de Kant était de refonder la métaphysique sur des bases nouvelles grâce à une critique de notre pouvoir de connaître, établissant que la raison pure, dans son effort de connaissance, se heurte à des limites indépassables, dans la mesure où nous ne pouvons avoir de connaissance que des objets de l'expérience possible, et que, par conséquent, la raison pure, dans son effort métaphysique, aboutit à ce qu'il a lui-même appelé une nichée de contradiction. Bien. Mais en réalité, dès 1785, avec la publication des fondements de la métaphysique des mœurs, puis en 1788, avec la critique de la raison pratique, Kant opère une sorte de, non pas un revirement, mais en réalité un approfondissement de ce travail entrepris en 81, en découvrant et en expliquant qu'en réalité, si les philosophes jusqu'à lui se sont engagés dans une mauvaise voie, c'est parce qu'ils considéraient que le but fondamental des efforts de l'esprit humain, de la raison humaine, était un but, disons, cognitif, qu'il s'agissait de connaître les choses, leur essence, etc. Or, Kant découvre que, en réalité, le domaine dans lequel la raison humaine peut être le plus productive et efficace, c'est le domaine qu'il appelle pratique, c'est-à-dire le domaine des normes d'action. D'où l'importance que revêt, à partir de 1785, chez lui, la philosophie morale. Je dis bien la philosophie morale. La politique et le droit sont presque absents de la réflexion de Kant jusqu'à ce moment-là. Or, et j'en viens à votre question, dès la Révolution française, on constate dans ses écrits un intérêt de plus en plus fort, de plus en plus soutenu pour les questions juridiques et les questions politiques, au point que ces questions deviennent centrales pour lui dans les années 1790. Et on peut dire que tout un pan de la dernière philosophie de Kant, qui débouche notamment sur la publication de la métaphysique des mœurs en 1797, laquelle comporte 2 volets, une doctrine du droit, qui comporte aussi une philosophie politique, et une doctrine de la vertu. Mais il faut aussi mentionner le très célèbre essai sur la paix perpétuelle de 1795. Bref, dans toute cette dernière période, dans les années 1790, on peut dire que le politique, le droit et le politique deviennent centraux pour Kant. Et il est incontestable que la Révolution française, y compris dans le caractère tumultueux, voire dramatique de son développement, a été un motif fondamental de cet intérêt nouveau et extrêmement fort de Kant pour la question politique.
je dirais d'une certaine manière que toute la philosophie juridique et politique du dernier Kant est une réflexion critique sur la Révolution française, ses échecs, ses issues, ses drames, et sur ce qu'il est possible de construire à partir de ce qu'il considérera toujours comme l'acquis fondamental de la Révolution française, la liberté, l'égalité, peut-être, c'est moins sûr, la fraternité. D'accord, très bien. Alors, on va passer maintenant donc, au droit pour en parler. Alors, on peut dire donc que le droit chez Kant est donc une application de ce qu'il appelle la raison pratique. Est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est chez Kant la raison pratique et notamment parler de ce qu'il appelle la loi morale? Bien. Alors, une précision d'abord. La raison pratique. Il ne faut pas concevoir la raison pratique comme, en quelque sorte, une autre raison que la raison théorique ou, comme dit Kant de préférence, spéculative. En fait, Kant parle plutôt d'usage théorique ou spéculatif et d'usage pratique de la raison. L'usage pratique de la raison, c'est quoi? Eh bien, c'est l'usage qui consiste, par les seules ressources de la raison, à élaborer ou à évaluer des normes d'action. Que faut-il faire? Que faut-il ne pas faire? Que peut-on soit faire, soit ne pas faire? Bon, voilà. Autrement dit, l'usage pratique de la raison consiste à édicter des normes, dans le vocabulaire de Kant, des impératifs. Dès les fondements de la métaphysique des mœurs de 1785, Kant fait une distinction, elle est devenue célèbre, tous les élèves de terminale, ou beaucoup d'entre eux ont planché là-dessus, une distinction entre les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques. Ce que Kant appelle des impératifs hypothétiques, ce sont des impératifs, disons, des normes conditionnelles. Si tu veux atteindre tel but, tu dois mettre en œuvre tel moyen. Donc ce sont des normes qui prennent, qui adoptent le schéma formel si, alors. Ce que Kant nomme des impératifs catégoriques, ou l'impératif catégorique, c'est, disons, une norme absolument valable en et pour elle-même, et selon Kant, c'est la vocation propre de la raison dans son usage pratique de produire de telles normes absolues, si l'on veut, des règles d'action qui, en tout temps et en tout lieu, devraient s'imposer à tout homme. Alors, cette vocation pratique, je préfère dire cette vocation normative de la raison, Kant a d'abord considéré dans les fondements de la métaphysique des mœurs, et encore sans doute dans la critique de la raison pure, il a longtemps considéré que cette vocation se réalisait principalement et peut-être même exclusivement sur le terrain moral. Autrement dit, production de normes d'agir pour le sujet. Le droit, en revanche, les normes juridiques sont très peu présentes dans l'œuvre de Kant jusqu'à précisément la Révolution française. Il n'en parle pour ainsi dire pas, et on pourrait peut-être, on l'a fait souvent en tout cas, lui prêter, au moins à cette période de son œuvre, l'idée selon laquelle les normes juridiques ne seraient jamais autre chose que des impératifs hypothétiques. Donc des impératifs, si l'on veut, de rang, des normes d'un rang inférieur aux normes morales proprement dites, c'est-à-dire aux normes éthiques. Ce qui va changer considérablement à partir de la fin des années 1780 et surtout dans les écrits des années 1790, c'est que Kant va réévaluer sans cesse les normes juridiques en considérant qu'elles sont des normes à part entière, tout comme les normes éthiques, et que par conséquent la métaphysique dans sa partie pratique, dans sa partie normative, doit comporter, à côté de son volet éthique, un volet juridique, c'est-à-dire que la philosophie doit
produire en quelque sorte, d'ailleurs Kant utilise l'expression, une théorie transcendantale du droit, une théorie normative, non pas une réflexion sur le droit tel qu'il est ici ou là, mais une théorie des formes a priori, en quelque sorte, de la raison juridique. D'accord. Et la loi morale, disons... La loi morale. Alors, ce que Kant appelle la loi morale, c'est la dénomination générale des impératifs catégoriques. C'est le fait qu'un impératif ou une norme s'impose au sujet de manière absolue et non pas conditionnelle. En réalité, ce que Kant nomme la loi morale, dans la critique de la raison pratique, il la rebaptise loi fondamentale de la raison pure pratique. Ce que Kant nomme la loi morale n'est pas une règle ou une norme dotée d'un contenu précis. On le lui a d'ailleurs énormément reproché. Il y a tout un courant qui dit oui, mais en fait le kantisme est un formalisme, la loi morale n'a pas de contenu, et Peggy a illustré cela avec une formule célèbre et malencontreuse. Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Bon, c'est une boutade, bien sûr. À mon avis, elle est révélatrice et elle est complètement fausse. Parce que précisément, qu'est-ce que c'est que la loi morale ou la loi fondamentale de la raison pure? C'est tout simplement un critère. Nous nous proposons de faire des choses. C'est ce que Kant appelle dans son vocabulaire des maximes. Nous nous donnons des maximes. Et qu'est-ce que c'est que la loi morale? C'est en quelque sorte une grille d'évaluation qui nous permet d'établir si ces maximes sont ou non universalisables, c'est-à-dire qui nous oblige à nous poser la question, ce que je me propose de faire ici et maintenant, est-ce que tout homme en tout temps et en tout lieu aurait dû vouloir se prescrire la même chose? Donc, j'emprunte un vocabulaire à un philosophe contemporain du droit qui s'appelle Herbert Hart, qui a forgé l'expression de règle de reconnaissance, et j'explique que la loi morale, chez Kant, ou l'impératif catégorique, est une sorte de règle de reconnaissance qui nous permet en quelque sorte de faire le tri entre des propositions normatives qui ne sont pas universalisables, qui sont propres à un état particulier de la subjectivité ou à un état particulier de la société, et des normes qui sont au contraire universalisables, c'est-à-dire dont on pourrait, selon quelle procédure, ça c'est une autre question, une autre paire de manches, dont on pourrait établir qu'elles ont une validité en quelque sorte absolue. Très bien. Alors, est-ce que l'on peut dire que chez Kant, la morale, dans le fond, serait une addition du droit et de l'éthique? C'est tout à fait vrai chez le dernier Kant. Conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était certainement beaucoup moins vrai dans l'esprit même de Kant, à l'époque où il rédigeait les fondements de la métaphysique des mœurs ou la critique de la raison pratique. Mais chez le dernier Kant, on le voit dans la métaphysique des mœurs et déjà dans un des appendices du traité sur la paix perpétuelle de 1795, qui précède de 2-3 ans la publication de la métaphysique des mœurs. La métaphysique des mœurs, telle qu'elle est publiée par Kant en 1797-1798, comporte 2 parties. Doctrine du droit, premier principe métaphysique de la doctrine du droit, et doctrine de la vertu, premier principe métaphysique de la doctrine de la vertu. Donc on peut dire que pour le dernier Kant, la morale se compose de 2 domaines, ou de 2 parties si l'on veut, qui ont le même poids et la même valeur, une théorie des normes juridiques d'un côté, une théorie des normes éthiques de l'autre. D'ailleurs, dans l'appendice du traité de paix perpétuelle dont j'ai parlé, Kant distingue explicitement, et dans ces termes-là, la morale en tant qu'éthique, d'un côté, et la morale en tant que doctrine du droit, de l'autre. Donc on peut dire que chez le dernier Kant, le terme la morale, l'expression la morale, die Moral en allemand, est un concept générique qui comporte 2 espèces. D'un côté, le droit, c'est-à-dire la théorie philosophique des normes juridiques a priori, et de l'autre côté, l'éthique en tant que théorie des normes éthiques. Donc ça, c'est une confusion parce que, par exemple, si on compare Kant et Hegel, déjà,
Chez Hegel appelle morale ce que Kant appelle éthique. En revanche, le terme dit morale, chez Kant, occupe la même position un peu que celui que va occuper, chez Hegel, le concept d'éthicité ou de Sittlichkeit. C'est-à-dire qu'il y a des glissements, des changements de valeur des concepts qui peuvent troubler complètement le lecteur. Lorsque Kant parle de la morale, il ne parle pas de l'éthique, au sens étroit du terme, mais il parle de cet ensemble complexe des normes éthiques et des normes juridiques, c'est-à-dire l'ensemble des normes pratiques, des normes qui s'imposent au sujet, aussi bien dans leurs dispositions internes, c'est plutôt les normes éthiques, que dans leurs actions matérielles, les normes juridiques. Très bien. Alors pour en revenir aux a priori, Kant dit bien que si les juristes veulent fonder une science du droit, elle ne doit pas être empirique. Elle doit être un a priori juridique. Est-ce que vous pouvez expliciter ? Oui, alors vous faites allusion, je pense, à l'introduction de la doctrine du droit, la métaphysique des mœurs, où Kant dit, c'est pas très gentil pour les juristes, qu'on pourrait dire de la science juridique, du savoir des juristes, comme on pourrait la même chose que l'on dit de certaines personnes humaines, savoir qu'elles ont une belle tête mais qu'il n'y a pas de cervelle dedans. C'est pas très gentil, mais que veut dire Kant à travers cela ? Il veut dire, et au fond ça c'est un point de vue assez classique que l'on retrouve chez tous les représentants de ce qu'on appelle la théorie du droit naturel, depuis Hobbes et Grotius jusqu'à Kant et peut-être aussi jusqu'à Hegel lui-même, en passant par tous les grands auteurs classiques, Locke, Rousseau, Grotius, Pufendorf, etc., etc. Il veut dire par là que, à côté des normes positives du droit, c'est-à-dire celles qui sont en usage dans tel État, dans tel contexte, dans le contexte de tel ou tel système juridique, il doit y avoir des normes purement rationnelles qui peuvent et doivent servir en quelque sorte d'instruments de mesure aux normes du droit positif. Donc, l'idée de Kant, mais encore une fois, ce n'est pas une idée spécialement originale ici. Il s'approprie une thématique qui est familière depuis, au fond, le XVIIe siècle. L'idée de Kant, c'est que la science positive du droit, qui a sa nécessité, et il faut des juristes, et bien sûr, et ils ont un travail très important à accomplir, mais que cette science positive du droit doit être étayée et fondée par une science, si l'on peut dire, métapositive, proprement philosophique, produisant, en quelque sorte, un corps a priori de normes servant de règles ou d'instruments de mesure aux juristes eux-mêmes lorsqu'ils font leur travail d'élaboration, de modification, d'application des normes du droit positif. D'accord. Alors, est-ce que l'on peut dire que le droit chez Kant est, non pas uniquement, mais un rapport il voit le droit comme avant tout un rapport entre les personnes à travers leurs actions. C'est-à-dire, en gros, le droit doit être l'illustration des actions réciproques. Mais il ne base pas, mais il ne doit pas être basé sur un rapport utilitaire. Est-ce que c'est juste ? Alors, d'abord, ce que vous dites vaut non pas pour le droit en général, mais plutôt pour le droit privé. Donc, Kant, conformément à la tradition, une tradition qui est déjà solidement établie au moment où il écrit, fait une différence entre le droit privé et le droit public. Et la théorie du droit kantienne du droit privé est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que Kant considère, que c'est la première partie de la doctrine du droit dans la métaphysique des mœurs, qu'il existe en quelque sorte un droit privé a priori, qui pourrait idéalement régler effectivement les rapports entre les individus ou entre les personnes par, effectivement, comme vous l'avez dit, par le truchement de leurs actions. Le droit porte sur la compatibilité des libertés selon
une règle universelle. C'est la définition que Kant donne du droit, et ça s'applique en particulier au droit privé. Le droit privé, les fondements a priori du droit privé concernent la compatibilité de l'usage des libertés. Et à partir de là, on peut en tirer une théorie de la propriété, une théorie du contrat, une théorie des violations du droit, et cela indépendamment, jusqu'à un certain point, de tout matériau empirique. Donc il y a un effort absolument remarquable de construire, chez Kant, de construire une théorie a priori des fondements de tout système juridique positif possible. Maintenant, ce droit privé philosophique, idéal, normatif, reste une idéalité. Et se pose par conséquent le problème de l'effectuation de ces principes. Et c'est là qu'intervient chez Kant l'articulation entre droit privé et droit public. Le droit public a pour fonction, notamment, mais c'est fondamental, de rendre effectif ce qui, dans le droit privé, reste problématique ou, si l'on peut dire, potentiel. Par exemple, s'agissant de la propriété, Kant affirme que les principes purement rationnels du droit privé établissent une légitimité de la propriété privée, mais bien entendu, cette propriété demeure précaire, dans la mesure où rien ne la garantit. Kant dit que le droit privé n'établit qu'une propriété provisoire. Par provisoire, il faut entendre précaire. Que faut-il pour que de provisoire la propriété devienne, j'emploie de nouveau le vocabulaire de Kant, péremptoire, c'est-à-dire effective? Eh bien, il faut un État qui garantisse cette propriété, par exemple en sanctionnant les violations et en protégeant la propriété. Ici, Kant a un point de vue qu'on pourrait dire presque cynique à propos de la propriété, puisqu'il considère que, bien sûr, originairement, toute chose appartient à tout homme. Dieu n'a pas donné la terre à certains hommes, mais que, une fois qu'une appropriation primitive a eu lieu, eh bien, elle a, en quelque sorte, elle devient validée du fait même qu'elle a été la première, et Kant illustre ça par une maxime qu'on pourrait trouver cynique, beati possidentes, qu'on peut traduire librement ainsi, tant mieux pour les propriétaires. Tant mieux pour les propriétaires, où il faut entendre aussi la réciproque, mais Kant ne la formule pas, mais elle est là en négatif. Malheur aux pauvres. Comment définiriez-vous l'État chez Kant, dans le sens, quel est son rôle et, disons, sa place par rapport à la société civile? Bien. Alors, c'est sur cette question, la question de l'État, que la réflexion de Kant a sans doute connu les évolutions les plus notables au cours des années 1790, avec deux textes importants qui ouvrent en quelque sorte la perspective kantienne vers de nouveaux horizons. C'est d'abord le texte, il a un titre incroyablement long et compliqué, mais en général on le résume, on l'appelle Théorie et pratique, qui est un texte qui date, et l'année n'a rien d'indifférent, de 1793, donc peu après l'exécution de Louis XVI, au moment de la terreur et de l'involution de la Révolution française vers le gouvernement révolutionnaire, etc. Et d'autre part, en 1795, le texte sur la paix perpétuelle qui comporte véritablement une théorie de l'État, plus exactement, plus précisément, une théorie de la République et de la Constitution républicaine. Vous avez parlé d'État et de société civile. En réalité, dans le vocabulaire de Kant, c'est la même chose. Kant, qui reste en fait là-dessus conforme à toute une tradition, appelle société civile la société politique. Il ne fait pas de différence entre les deux. Tout simplement, si vous voulez, historiquement, on sait que le vocable latin societas civilis a été utilisé par Cicéron, et en tout cas c'est par lui que nous le connaissons, comme traduction de l'expression qu'utilisait Aristote dans la politique pour désigner la cité, à savoir koinonia politicae, la communauté politique. Koinonia politicae, en latin, ça a donné societas civilis. Donc on voit que civilis, l'adjectif civilis, civil, signifie, dans cette signification première,
d'abord politique, et ça c'est quelque chose qui reste jusque très tard, qui se maintient très tard. Le premier qui va expressément faire une distinction entre société civile et État, c'est précisément Hegel. Mais les choses sont plus compliquées, car en réalité, on peut dire qu'il y a déjà implicitement chez Kant une théorie de la société civile en tant que distincte de l'État. En tout cas, moi, je lis les choses comme cela. Pourquoi ? Parce que précisément, dans sa théorie du droit privé, à la fin du développement concernant la théorie du droit privé, Kant explique qu'en réalité, c'est une erreur, et ça vise les théories classiques du droit naturel, d'opposer l'état de nature et l'état social. Pensons à Rousseau, tout simplement, le deuxième discours. Pourquoi ? Parce que, dit-il, explique-t-il en gros, il y a déjà de la socialité dans l'état de nature. L'état de nature n'est pas un état asocial. Il y a des formes de socialité qui existent au sein même d'un état de nature, ce qui permet d'ailleurs à Kant de dire que même dans l'état de nature, il y a du droit. Un droit qui est évidemment totalement précaire, parce qu'il est soumis en quelque sorte au bon vouloir ou au non bon vouloir des individus, alors plus ou moins grande force, etc. Mais il existe déjà des principes juridiques qui, au moins en principe, devraient s'appliquer dans l'état de nature. Dans la société politique, en revanche, il existe des instruments de contrainte qui permettent de faire en sorte que le droit devienne effectif. Et là, Kant dit donc que la véritable opposition n'est pas l'opposition entre état de nature et état social, mais entre état de nature et état civil, civil étant compris au sens de politique. Alors cette mise au point faite, la théorie de l'État que va développer Kant est, alors pour le coup, directement le produit de sa réflexion sur le cours de la Révolution française. Dans le texte de 1795 sur la paix perpétuelle, Kant explique que la forme de tout État doit être républicaine, et il définit ce qu'il faut entendre par république. La République, c'est un mode de gouvernement qui se caractérise par la séparation des pouvoirs et par le respect des droits fondamentaux des individus. C'est le programme de la Révolution française, mais interprété dans un sens libéral et dans le sens, si l'on peut dire, d'une critique de l'évolution qui s'est produite au cours de la Révolution française, sous le coup de la pression des puissances européennes coalisées, etc., et de la guerre intérieure, civile, toute une série de facteurs, mais le fait est que les principes de la Révolution française ont donné naissance à quelque chose que Kant réprouve absolument, la terreur, le gouvernement révolutionnaire, la concentration des pouvoirs dans les mains du comité de salut public, et là contre, il élabore le modèle d'une république fondée donc sur, encore une fois, la séparation des pouvoirs et le respect des droits fondamentaux. Et ce qui est très intéressant dans ce texte de 1795 sur la paix perpétuelle, outre le thème proprement dit de la paix perpétuelle, mais les deux sont liés parce que Kant dit il ne pourra jamais y avoir de paix définitive et perpétuelle que si tous les États ont une forme républicaine. Pourquoi ? Parce que les États qui ont une forme non républicaine, c'est-à-dire une forme despotique, auront toujours dans leur nature, dans leur code génétique en quelque sorte, de faire la guerre. Pour servir les intérêts des potentats qui sont à leur tête, etc., etc. Seule la forme républicaine de gouvernement, si elle était généralisée, permettrait de fonder ce qu'il appelle, et ça c'est vraiment prémonitoire, un congrès mondial des États qui arbitrerait les... Bien sûr, c'est la société. Il invente d'ailleurs le terme Völkerbund, ça sera l'expression allemande pour désigner la société des nations après la Première Guerre mondiale, et puis bien sûr, ce sont les prémices de l'idée qui a conduit à la fondation des Nations Unies, quelle que soit la réussite de cela ensuite. Voilà. La République, alors oui, ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui est très intéressant dans ce concept de République chez Kant, c'est qu'il explique que ce qui fait le caractère républicain d'un gouvernement n'est pas tant l'identité des gouvernants. Une monarchie peut être républicaine, comme elle peut être despotique. Une aristocratie peut être républicaine comme elle peut être despotique. Ce qui est important, ce n'est pas qui gouverne, mais comment on gouverne. C'est le mode de gouverner qui fait la différence entre un régime républicain et un régime despotique. Autrement dit,
à la classification traditionnelle des régimes. Elle remonte à Aristote et à Platon, monarchie, aristocratie, démocratie, avec éventuellement une forme bonne et une forme mauvaise. Ça donne chez Polybe une théorie des 6 formes fondamentales de gouvernement. À cette typologie classique, fondée au fond sur l'identité des gouvernants, qui gouvernent, Kant substitue une autre typologie, bipartite ou binaire. Il y a d'un côté la manière républicaine et d'un autre côté la manière despotique de gouverner. Et cela dépend non pas de l'identité des gouvernants, mais encore une fois par exemple du fait qu'une séparation des pouvoirs garantira les excès du détenteur, les excès toujours possibles et prévisibles des détenteurs du pouvoir exécutif. D'accord, très bien. Alors maintenant passons au droit international. Car Kant, donc, grâce donc, à l'opuscule dont vous avez parlé, en a... et d'ailleurs, on le retient beaucoup pour ça. Mm-hmm. Et donc, comme vous avez dit, il est un peu donc, le précurseur, donc, on peut le dire, donc, d'une forme de société des nations. Et est-ce qu'on pourrait même aller donc, jusqu'à une forme de fédéralisme, disons, volontaire Alors sur ce point aussi, la pensée de Kant a connu une évolution remarquable. Dans un premier temps, et c'est assez logique, Kant, bon d'abord il faut rappeler le contexte, Kant assiste en quelque sorte à la période de guerre qui a suivi la Révolution française, où l'ensemble des puissances monarchiques coalisées d'Europe luttent contre la toute jeune République française pour éviter que le mauvais exemple, en quelque sorte, se propage. Et donc, on vit une situation de guerre permanente. Mais aussi, Kant se souvient parfaitement que de ce qu'on appelle les guerres dynastiques, c'est-à-dire que pendant tous les XVIIe et XVIIIe siècles, les monarchies européennes, entre lesquelles existaient des liens de parenté, par ailleurs, donc tout ça c'était la même famille, au fond, les monarchies européennes se faisaient constamment la guerre. On pense aux guerres de Louis XIV qui ont coûté immensément au peuple français, que ce soit en termes de nombre de morts, ça a été une catastrophe d'une certaine manière, mais il s'agissait d'affirmer sa puissance, de conquérir des provinces, etc. Comment remédier à cette situation où on fait la guerre non pas par jeu, mais en quelque sorte dans l'intérêt des puissances gouvernantes, pour un profit immédiat et probablement éphémère. Le moyen d'éviter cela, pense Kant d'abord, tout naturellement, ça serait qu'il n'y ait plus qu'un seul État. Donc, l'idée lui vient, comme à d'autres, il n'est pas le premier. L'abbé de Saint-Pierre, contemporain de Rousseau a édité ses textes, avait déjà écrit un projet de paix perpétuelle, dans lequel il proposait des modalités qui permettraient petit à petit de dépasser la situation de guerre entre les États, etc. Donc Kant dit, la réponse ultime à la guerre, ça serait un État mondial qui ne pourrait pas se faire la guerre à lui-même. Et puis il a changé d'avis. Il a changé d'avis, et il le dit expressément dans le texte sur la paix perpétuelle de 1795, parce qu'il s'est dit la chose suivante: mais s'il existait un État mondial, qui pourrait l'empêcher d'être un despote absolu? Rien. Par conséquent, il vaut mieux imaginer autre chose, et c'est pourquoi dans le traité de paix perpétuelle, c'est ce qui a rendu cet essai célèbre, il propose ce qu'il appelle un fédéralisme des États. Il propose l'institution d'un congrès mondial, disons européen, puisqu'à l'époque le monde se limite au monde civilisé, c'est-à-dire pour l'essentiel à l'Europe. La question des colonies, il y a une réflexion chez Kant, notamment à travers la thématique du droit cosmopolitique, mais je laisse ça pour l'instant. Il imagine donc cette solution d'un congrès mondial, c'est-à-dire européen, des États, qui, en quelque sorte, gérerait juridiquement et politiquement les différends, de sorte que la guerre ne soit qu'un ultime recours auquel, progressivement, on ne recourrait plus. Mais il faut bien noter que Kant fait dépendre la viabilité de cette solution d'un critère matériel, à savoir le caractère républicain des États. Tant que les États sont des États à caractère de nature despotique, ils continueront
à faire des guerres, parce que, dit Kant avec une certaine audace, finalement, un prince, un monarque, ça ne lui coûte rien de faire la guerre, ce n'est pas lui qui l'a fait, lui il reste dans son palais, et ce sont d'autres qui vont se faire tuer, et par conséquent, d'une certaine manière, il n'a qu'à y gagner, et si son État y perd, ce n'est pas lui personnellement qui y perdra. En revanche, des États républicains seraient comptables, en quelque sorte, du devenir de leur, non pas de leurs sujets, mais de leurs citoyens, et par conséquent, ils y regarderaient à deux fois avant d'entreprendre les guerres. Un congrès, une fédération, on peut penser bien sûr à l'Union européenne, et ensuite à des projections à une plus vaste échelle, une union d'États ayant un caractère républicain serait, au moins on doit se le fixer comme objectif à terme, c'est-à-dire c'est une norme idéale que chaque État devrait se proposer dans sa politique effective, tout faire comme si on n'agissait que pour rendre le recours à la guerre inutile. Et donc, on a affaire non pas à un pacifisme au sens strict du terme, mais à une théorie politique qui, grâce à ce concept de république, se fixe comme objectif de rendre la guerre inutile et improbable. D'accord. Et un mot, vous l'avez dit, sur le droit cosmopolite. Alors oui, ça c'est l'initiative originale de Kant dans le traité de paix perpétuelle, et il reprend cela dans la doctrine du droit, c'est qu'aux deux domaines traditionnels que l'on distinguait dans le droit, le droit privé régissant les rapports des personnes juridiques entre elles, propriété, contrat, etc., et le droit public régissant l'organisation des pouvoirs de l'État, il ajoute un troisième étage qu'il appelle le droit cosmopolitique et qui concerne les droits des individus lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État qui n'est pas le leur. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça peut donner lieu à des interprétations, et ça a donné lieu à des interprétations complètement opposées. Certains ont dit « Ah, mais avec cette thématique du droit cosmopolitique, Kant, en fait, justifie par avance le colonialisme. » Puisque ça veut dire que, par exemple, des colons européens sur un territoire africain, américain ou asiatique devraient pouvoir faire des affaires librement, etc. Mais d'autres ont interprété ça de manière tout à fait opposée en disant bon, il y a une théorie des droits des étrangers et par conséquent on peut dire que la théorie de Kant s'applique à la situation des travailleurs immigrés qu'évidemment il n'avait pas prévu, n'était pas prévisible à l'époque de Kant que l'Europe devienne importatrice de main-d'œuvre. Peu importe à la limite cette structure qu'il met en place, cette idée que les individus peuvent avoir des droits indépendants de leur appartenance citoyenne ou de leur appartenance étatique, est une idée très importante pour l'avenir. À tout le moins, les juristes peuvent y reconnaître la matrice intellectuelle de ce qu'on appellera plus tard le droit international privé. Il existe des règles de droit qui s'appliquent aux transactions commerciales indépendamment, enfin dans un cadre extra-étatique ou supra-étatique. C'est très important à l'ère de la mondialisation, bien entendu. Très bien. Eh bien, nous allons conclure sur un petit peu d'histoire des idées, sur disons la postérité kantienne en théorie juridique. Est-ce qu'il y a eu des continuateurs, des auteurs qui se sont vraiment réclamés de Kant? Alors c'est une question compliquée, très compliquée même, parce que, bon, bien sûr, je dirais que Kant est devenu une référence majeure chez beaucoup de philosophes, de théoriciens du droit, de juristes en général. Mais j'ai quand même le sentiment que très souvent, la référence relève plus d'une sorte de coup de chapeau nécessaire au passage, comme ça on ne peut pas ne pas rendre hommage à Kant parce que il incarne toute une série d'idées auxquelles on n'a plus le droit d'être hostile. Rares sont les juristes, il y en a, qui vont s'affirmer anti-kantiens. Mais l'influence réelle de Kant, si on laisse de côté la question du droit international, parce que là, quand même, les réflexions de Kant sur le droit international et bien sûr
sur le fédéralisme d'État, etc., ont eu un impact énorme. Hein. C'est Kant qui est à l'origine, enfin avec déjà l'abbé de Saint-Pierre, il ne faut pas l'oublier, et Rousseau d'une certaine manière, mais c'est Kant qui est à l'origine intellectuellement du programme qui a donné naissance d'abord, ce fut un échec, à la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, et puis à l'Organisation des Nations Unies. Mais dans le domaine du droit privé, bon, je crois que la référence à Kant demeure en général un simple coup de chapeau. Dans le domaine du droit public, en revanche, sa théorie de la Constitution républicaine, elle, on peut dire que, d'une certaine manière, mais il n'en est pas la seule source, toute la théorie libérale de l'État qui va se développer au XIXe siècle, avec cette idée qu'il faut éviter toute concentration excessive de pouvoir, cette idée qui, au fond, remonte à Montesquieu, et que les Américains, les auteurs du Fédéraliste et donc la Constitution américaine vont directement reprendre à Montesquieu, elle va notamment en Allemagne être relayée par l'appropriation de Kant. Donc ceux qui, en Allemagne, et ils étaient minoritaires, ils le seront pour ainsi dire jusqu'après la défaite du nazisme, ceux qui se réclament d'une vision libérale, disons, de la société, vont trouver dans la théorie kantienne du droit public un appui. Mais voilà. Alors évidemment, il y a un philosophe du droit auquel on pense lorsqu'on évoque Kant, c'est Kelsen. Il est incontestable que l'œuvre de Kelsen, à sa manière, constitue, et d'ailleurs lui-même s'est toujours réclamé de Kant, un prolongement de la réflexion de Kant sur le droit. Et c'est assez intéressant parce que Kelsen est un positiviste radical. Kant est un juste naturaliste, si je peux employer cette expression barbare, un théoricien du droit naturel, j'allais dire à l'ancienne, et il est intéressant de voir qu'un des plus radicaux, un des plus durs parmi les positivistes juridiques, Kelsen, s'est réclamé avec constance d'un philosophe qui, dans sa conscience de soi, si je puis dire, continuait à se réclamer de la tradition du droit naturel, qu'il conçoit comme un droit rationnel, mais qui continue à distinguer, à opposer d'une certaine manière le droit positif, le droit tel qu'il est, et le droit rationnel, c'est-à-dire le droit selon son concept, ou le droit tel qu'il devrait être. Très bien.